Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. Alors, bienvenue. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, une question revient sans cesse. Qui est vraiment aux commandes? Qui pilote nos choix? Est-ce que c'est encore nous, ou bien est-ce cet algorithme qui semble nous regarder en permanence? C'est un peu le sujet qu'on va creuser ensemble. Oui, c'est vraiment la question centrale. Ces systèmes, vous savez, qui traquent nos moindres clics, qui anticipent nos désirs, est-ce qu'à la fin, ils ne finissent pas par nous définir complètement? C'est une pensée un peu vertigineuse, non? Bon, pour y voir plus clair, reprenons les choses depuis le début. Ok, première étape. On va partir d'une idée que tout le monde connaît un peu. Cette fameuse histoire que les algorithmes nous enfermeraient dans une sorte de cocon. Un monde super confortable, c'est vrai, tout personnalisé pour nous, mais peut-être un peu trop, au point de nous limiter. Pour bien comprendre comment ce cocon se forme, il faut parler d'un truc, un penchant qu'on a tous, naturellement, le biais de confirmation. C'est simple, on adore ce qui confirme ce qu'on pense déjà. Et les algorithmes, eh bien, ils ont très bien compris ça. Ils exploitent ce biais à fond. Comment? En nous montrant encore et encore ce qu'on aime déjà, ce qui fait que non seulement ils le renforcent, mais ils finissent par nous coincer dans nos propres certitudes. Et attention, ce n'est pas du tout un hasard. Écoutez bien cette citation d'Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google. C'est assez révélateur de l'objectif final. En gros, l'idée, c'est de créer un monde où chaque expérience est tellement, mais tellement personnalisée qu'il n'y a plus aucune place pour la surprise. Voilà, c'est exactement ça le fameux cocooning numérique. C'est cette idée d'un environnement qui, en permanence, nous renvoie notre propre reflet, nos propres goûts, et qui nous met à l'abri de tout ce qui est inattendu. C'est sûr, c'est confortable, c'est agréable. Mais la vraie question, c'est à quel prix? Parce que oui, les dangers sont bien réels et ils sont multiples. On pense tout de suite à la vie privée, bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin. On parle ici d'un véritable enfermement sur soi-même. Un enfermement qui peut nous couper des autres, qui risque d'assécher notre curiosité naturelle et qui, à la longue, peut même nous faire oublier notre rôle dans la sphère publique, notre rôle de citoyen. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il y a un retournement de situation. Et si tout ce système, ce miroir numérique qu'on nous tend en permanence, provoquait en fait une réaction complètement inattendue? Et si, au lieu de nous aliéner, de nous rendre passifs, ça nous poussait au contraire à nous affirmer? Alors, pour piger ça, il faut faire une petite distinction, super importante, entre deux facettes de nous-mêmes. D'un côté, il y a ce que l'on pourrait appeler le soi-objet. C'est en quelque sorte notre double numérique. La somme de toutes nos données, de nos traces, c'est la version de nous qui est quantifiée, mesurable, prévisible. C'est ce que l'algorithme voit. Et puis, de l'autre côté, il y a le soi-sujet. Ça, c'est notre être intérieur, notre conscience, notre capacité à réfléchir, à vouloir des choses, à faire des choix complètement inattendus, bref, tout ce qui, par définition, échappe au calcul. Et donc l'hypothèse, la voici. Être constamment confronté à cette image de nous-mêmes, ce soi-objet très simplifié, presque caricatural, eh bien ça provoquerait chez nous un nouveau désir, une envie de prouver qu'on est bien plus que ça. Une sorte de quête d'authenticité, un besoin de ne pas être juste la copie conforme de notre profil numérique. Et cette prise de conscience, ce n'est pas juste une idée en l'air, non. Ça se traduit par des actions très concrètes. On voit des gens commencer à développer de vraies tactiques pour essayer d'échapper à cette machine à prévoir. Voyons un peu comment ils s'y prennent. Il y a en fait deux forces qui s'opposent. D'un côté, on connaît tous le FOMO, le Fear of Missing Out, cette angoisse de rater quelque chose, qui nous pousse à rester connectés en permanence. C'est ce qui nourrit l'algorithme. Mais de l'autre côté, on voit émerger un désir complètement inverse. On l'appelle l'advenance. C'est le désir de l'inattendu, la recherche de la surprise, de la nouveauté. C'est vouloir que quelque chose advienne. Et ça, c'est un moteur de résistance super puissant. Alors, concrètement, comment on fait?
Les stratégies sont assez variées. Ça va de la plus simple, la déconnexion volontaire, on coupe tout, à des techniques beaucoup plus créatives, par exemple l'obfuscation. C'est génial, ça consiste à inonder les algorithmes de fausses infos pour complètement brouiller son profil. Imaginez chercher des trucs qui n'ont rien à voir avec vous, juste pour le plaisir de les rendre fous. L'idée au fond est toujours la même, il s'agit de réintroduire du hasard, de l'imprévu pour déjouer la machine. Bon, la résistance individuelle, c'est super, mais on sait bien que ça a ses limites. La vraie question, la question de fond, c'est est-ce qu'on pourrait construire des systèmes qui, dès leur conception, favoriseraient la surprise, la découverte? Est-ce que la technologie elle-même peut nous aider? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui. Regardez un peu ce test comparatif, c'est très parlant. La méthode de ciblage traditionnelle, la A, elle donne des résultats corrects. Ok, mais regardez la méthode B, avec le moteur Maestro, qui est conçu pour l'exploration. Le taux de clic est bien meilleur. Mais surtout, regardez le nombre de prospects générés, 14 fois plus. C'est la preuve que l'inattendu, le fait de proposer des choses nouvelles, est souvent beaucoup plus pertinent que de rester dans le prévisible. Et le chiffre qui tue, vraiment le plus incroyable, c'est celui-là, 0,3%. C'est le pourcentage de recommandations qui étaient les mêmes entre les deux méthodes. C'est rien du tout. Ça veut dire que 99,7% des suggestions étaient différentes. Ça prouve que ce nouveau type d'algorithme ne fait pas que d'optimiser un chemin existant, non, il découvre des pistes complètement nouvelles et qui marchent. Les plateformes ont donc un vrai rôle à jouer. Elles peuvent agir. Prenons l'exemple de Netflix, c'est parfait pour illustrer ça. Ils ont abandonné leur système de notation à 5 étoiles. Pourquoi? Parce que ce système crée un biais d'ancrage. Les premières notes très hautes ou très basses influençaient toutes les suivantes. En passant un simple choix, pouce en l'air, pouce en bas, ils ont simplifié le truc et ça leur a permis de nous faire des recommandations beaucoup plus audacieuses, moins prisonnières de l'opinion générale. Voilà, on arrive petit à petit à la synthèse de tout ça. On voit bien qu'il y a une dynamique complètement nouvelle qui est en train de se dessiner. Une dynamique vraiment propre à notre époque. Et on peut lui donner un nom, l'hypermodernité. Alors l'hypermodernité, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la fin de l'ère moderne, c'est plutôt son intensification, sa radicalisation. En fait, ça met en opposition deux forces extrêmes. D'un côté, on a une capacité technique, instrumentale de plus en plus folle pour tout contrôler, tout mesurer. Et de l'autre, en face, on a un besoin culturel, lui aussi de plus en plus fort, de réfléchir sur nous-mêmes, sur nos choix, de chercher du sens. Et nous, on vit en plein milieu de cette tension. Du coup, on comprend que ce n'est pas juste une bataille l'humain contre la machine. C'est plus subtil. C'est une sorte de boucle de rétroaction. Notre demande d'authenticité, notre désir de nous affirmer en tant que sujet, ça pousse les entreprises à créer des systèmes meilleurs, plus ouverts. Et ces systèmes meilleurs, à leur tour, nous donnent plus d'espace pour être nous-mêmes. Plus d'espace pour explorer, pour être surpris, pour être pleinement humain. Et on va donc terminer sur cette pensée. Et si, au final, ce miroir que l'algorithme nous tend n'était pas une prison? Et si c'était plutôt une provocation? Un défi permanent qui nous force, jour après jour, à nous demander qui on est vraiment, au-delà de toutes ces données. Peut-être que c'est une incitation constante à définir et à affirmer notre propre liberté.